Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence, au moins virtuelle. Merci à l'ensemble des membres du jury d'avoir accepté d'expertiser mon travail et puis de m'écouter aujourd'hui pour ma soutenance d'habilitation à diriger les recherches. Je vais vous parler donc de mes recherches passées, présentes et futures qui s'articulent autour de l'étude de la conscience, et plus précisément de la conscience perceptuelle et de la conscience de soi. Donc, je vais parler environ 45 minutes et il y aura ensuite 10 à 15 minutes de questions entre chaque membre du jury et moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un aperçu de mon parcours académique. Donc, la recherche a commencé pour moi en 2005, quand j'ai rejoint l'école de l'INSERM. C'était une formation en fait, à la recherche scientifique pour les étudiants en médecine. Et j'ai réellement découvert les neurosciences cognitives en 2008, sous la supervision de Sid Squider, quand j'ai démarré ma thèse à l'École normale supérieure, qui traitait de l'inconscient cognitif. Et j'ai poursuivi cette thèse avec un premier postdoctorat à Caltech, financé par une bourse de la Fondation Thyssen et Philippe, sous la supervision de Christophe Corr, où j'ai continué à explorer la profondeur de l'inconscient cognitif. Et je me suis ensuite intéressé à une autre facette de la conscience, qui est donc la conscience de soi, le PFL, en travaillant avec Olaf Blanke, via une bourse de la Marie Curie, cofondée par le PFL. Et c'est à la fin de ce postdoc que j'ai obtenu un poste de chargé de recherche donc au CNRS, tout d'abord à l'université Panthéon-Sorbonne, puis depuis 2018 à l'université Grenoble-Alpes, où je mène un projet de recherche sur la conscience et la métacognition qui a été financé par une starting grant de l'ERC. Donc, je vais parler principalement de deux choses aujourd'hui. Tout d'abord, la conscience perceptuelle, que je vais définir de manière très simple, comme l'expérience phénoménale qui est associée au traitement d'une information sensorielle. Par exemple, si on prend le cas de cet observateur, l'expérience phénoménale, ce que cela fait de percevoir une scène visuelle, par exemple l'expérience subjective de percevoir un chien. Donc ça, c'est pour la conscience perceptuelle. Et je m'intéresse également à une autre facette de la conscience, qu'on peut qualifier de manière très globale comme la conscience de soi, donc notre capacité à surveiller, à contrôler nos propres états mentaux, à faire preuve d'introspection, et également à l'expérience phénoménale en fait, de posséder un corps. Donc, il y a deux facettes à la conscience de soi dont j'ai traité dans ma soutenance d'HDR. Une composante corporelle et une composante plus cognitive dont je vais parler plus en détail aujourd'hui. Et donc, dans mon travail de résumé en fait, que j'ai effectué pour rédiger mon HDR, j'ai essayé en fait, d'articuler ces deux facettes de la conscience, donc en les considérant non pas comme indépendantes l'une de l'autre, mais vraiment comme interdépendantes en fait, avec l'idée que non seulement il y a des mécanismes communs entre la conscience perceptuelle et la conscience de soi, dont je vais parler aujourd'hui, qui se base sur l'accumulation d'évidence, et d'autre part, l'idée que la conscience de soi, en fait, sert en quelque sorte d'échafaudage pour la conscience perceptuelle, et j'ai proposé l'idée que la perception consciente, notamment visuelle, est ancrée dans la conscience de soi. Donc, par exemple, des représentations au niveau corporel peuvent influencer ce que l'on perçoit du monde extérieur. Donc, j'aurai pas le temps de parler de cet aspect corporel aujourd'hui, mais je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Donc j'ai choisi aujourd'hui de présenter mes recherches de manière à la fois chronologique et thématique, en commençant par la conscience perceptuelle et par en fait son versant opposé, qui est donc la perception inconsciente, et ensuite en vous parlant plus directement de l'étude des corrélats neuraux de la conscience. Et enfin, je vous montrerai mes travaux qui portent sur l'aspect cognitif de la conscience de soi, ce qu'on appelle la métacognition, avec quelques applications cliniques. Je vais commencer par la perception inconsciente. L'étude de la perception inconsciente est utile en fait si l'on cherche à comprendre les fonctions cognitives, biologiques de la conscience. C'est encore quelque chose qui n'est pas évidemment résolu aujourd'hui. Il y a toute une série de fonctions qui sont attribuées à la conscience, qui ont été reviewées récemment par Anne Ilset. Mais également, il y a toujours une position philosophique qui est de considérer que la conscience est un épiphénomène, qu'elle n'a pas de rôle
directe sur le comportement d'un individu. Un peu comme Thomas Huxley l'a suggéré, la conscience serait comme la fumée qui sort de la locomotive, c'est-à-dire une variable observable, mais qui n'a pas de fonction opérationnelle sur la locomotion. Est-ce que la conscience est un épiphénomène ou est-ce qu'elle a une fonction biologique particulière? Une manière de répondre à cette question, c'est de comparer le comportement des individus lorsqu'ils traitent, par exemple, un stimulus conscient versus inconscient. Et donc, parmi les nombreuses fonctions qui ont été attribuées à la conscience, il y a l'une d'entre elles sur laquelle je me suis particulièrement intéressé, c'est la notion d'intégration d'informations. Cette notion suggère que le traitement conscient de l'information serait nécessaire pour intégrer différents signaux étalés selon plusieurs dimensions, par exemple à travers l'espace, le temps ou à travers les modalités sensorielles. Donc à titre illustratif, je vous donne quelques citations de penseurs contemporains de la conscience qui ont tous insisté sur la notion d'intégration d'information. Par exemple, Crick et Core qui donc, rappelle que notre expérience phénoménale du monde est unitaire, c'est-à-dire que l'on a une expérience commune de différents traits qui sont présents dans l'environnement, et cette notion d'unité perceptuelle suggère que le cerveau combinerait ensemble, de manière cohérente, plusieurs mécanismes neuronaux qui répondraient à différents aspects du monde qui nous entoure. Stanislas Dehaene, qui lui suggère que cette manière d'expliquer l'unité perceptuelle que l'on ressent, ce serait de la connectivité longue distance entre certaines régions cérébrales et des modules spécialisés du cerveau qui fonctionneraient de manière non consciente. Et ça a été l'objet d'une théorie qu'il développe qui s'appelle la théorie de l'espace de travail global. Et de nouveau, cette connectivité entre des régions conscientes et inconscientes permettrait d'expliquer la nature unitaire de la conscience. Et enfin, Giulio Tononi, qui lui a carrément développé une théorie qui propose un lien d'identité entre l'intégration de l'information et la conscience, qui rappelle de nouveau que de manière phénoménale, chaque expérience est perçue comme un tout intégré. Et donc sa théorie suggère qu'effectivement, l'intégration de l'information qui rend compte de cette phénoménologie intégrée est un lien d'identité avec la conscience. Voilà, ça c'est 3 citations parmi de nombreuses autres que l'on a compilées dans plusieurs articles. Et donc, pour essayer de répondre de manière empirique à la question « Est-ce que la conscience a un rôle dans l'intégration de l'information ?» j'ai essayé, au cours de ma thèse et de mon premier post-doctorat, de sonder les capacités intégratives du système cognitif lorsqu'il traite une information inconsciente, qui est donc soit à travers l'espace, le temps ou les domaines sensoriels. Le problème, si l'on veut faire ça, par exemple, traiter une information étalée à travers le temps de manière inconsciente, c'est qu'il faut donc tout d'abord rendre un stimulus inconscient. Et la majeure partie des outils qui étaient disponibles lorsque j'ai débuté ma thèse pour rendre des stimuli inconscients permettaient de le faire, mais pour des durées extrêmement courtes. Et typiquement, on ne pouvait pas rendre un stimulus invisible pour plus longtemps que quelques millisecondes. Donc c'était difficile d'étudier notamment l'intégration temporelle. Ça a changé notamment en 2005, quand Tsuchiya et Core ont proposé une nouvelle méthode qui s'appelle la suppression par flash continu, qui est assez simple, qui consiste en fait à présenter un stimulus d'intérêt, par exemple ici un visage dans un œil, alors que l'autre œil est bombardé par des images très saillantes. Et du fait de la suppression interoculaire, il est possible de rendre ce stimulus invisible pendant des durées de plusieurs centaines de millisecondes, voire plusieurs secondes. Donc, avec cet outil, on peut commencer à sonder les propriétés intégratives de l'inconscient cognitif. Et ma thèse a consisté à développer une alternative à cette méthode, qu'on a appelée le gaze contingent crowding, qui se base sur un autre phénomène visuel, qui est donc l'encombrement, et qui rend compte du fait qu'un stimulus présenté en périphérie, par exemple ici un visage, lorsqu'il est entouré de distracteurs, son contenu n'est pas discriminable consciemment. C'est-à-dire que si l'on demande à un participant de regarder en haut de l'écran au niveau de cette croix de fixation, il ou elle n'aura pas accès au contenu, par exemple ici, émotionnel du visage,
à cause de ce phénomène d'encombrement. Donc l'astuce de ce paradigme, c'est qu'on peut rendre la présentation du stimulus d'intérêt en fait, contingente à la position du regard, c'est-à-dire que dès que la personne essaye de regarder le stimulus de manière fovéale, on peut remplacer son contenu par un contenu non pertinent, ici un visage neutre. Donc de la même manière, avec cette méthode, on peut présenter des stimuli pendant des durées très longues, plusieurs secondes, des stimuli dynamiques, donc des vidéos, sans que la personne puisse traiter consciemment l'information. Donc avec ces deux méthodes, j'ai pu sonder en fait les capacités d'intégration inconsciente à travers la dimension temporelle et spatiale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des paradigmes d'amorçage où on regarde en fait comment un stimulus non conscient facilite le traitement d'un stimulus subséquent. Et ce stimulus inconscient, qu'on appelle une amorce, je l'ai manipulé de telle manière à ce que son information critique soit étalée à travers le temps, comme vous voyez ici sur l'axe des Y, ou à travers la dimension spatiale. J'ai utilisé une multitude de stimuli qui étaient définis par différentes caractéristiques temporelles et spatiales. Et je vous donne ici un exemple d'un stimulus qu'on appelle un point light walker, donc c'est un stimulus de mouvement biologique qui représente en fait un individu, un marcheur, par un ensemble de points distribués dans l'espace, et ce marcheur bouge. Donc on peut définir comme ça des propriétés de la marche, des propriétés de ce marcheur biologique, de ce mouvement biologique, soit grâce à des indices structuraux, c'est-à-dire la manière dont les points sont disposés dans l'espace. Comme ça, par exemple, décrire un marcheur masculin ou féminin, par exemple en représentant les points qui représentent les hanches de manière plus serrée pour un marcheur masculin que féminin. Et également par des informations cinématiques, c'est-à-dire la manière dont les points bougent dans le temps. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, au sein d'un même stimulus, de regarder l'intégration structurelle et l'intégration temporelle. Donc j'ai rendu ces stimuli, ces marcheurs, invisibles grâce à la méthode de suppression par flash continu pendant des durées de 3 secondes, et j'ai regardé comment un marcheur masculin ou féminin influençait le traitement d'une cible subséquente dans un paradigme d'amorçage classique. Et ce que j'ai trouvé, c'est que lorsque l'information cinématique était répartie au sein de fenêtres courtes ou longues, lorsque l'amorce était visible, elle biaisait de manière consistante le traitement de la cible subséquente. En revanche, quand le stimulus était invisible, on avait une influence du stimulus sur la cible lorsque la fenêtre temporelle était restreinte, mais en revanche, quand l'information cinématique était étalée de manière très étendue dans le temps, cette influence disparaissait, ce qui suggère qu'il existe bien des fenêtres d'intégration temporelle inconscientes, mais de taille plus restreinte que lorsque le stimulus est visible. C'est un exemple uniquement avec le mouvement biologique, et j'ai mis en place de multiples paradigmes pour regarder ça, pour cet ensemble de stimuli dont je vous présente ici. Et ce travail a été reviewé dans deux articles où on discute en fait la profondeur des capacités d'intégration spatio-temporelle inconsciente. Je vous ai également parlé d'intégration multisensorielle, donc comment le système arrive à comparer et combiner des informations à travers les modalités sensorielles lorsque celles-ci ne sont pas accédées consciemment. Et je me suis mis en fait à étudier cette notion de conscience et l'inconscient cognitif à travers les sens, en me rendant compte en fait au fil des années du biais énorme qu'il existait pour l'étude de la conscience dans le domaine visuel. Ici, je vous montre le nombre d'articles publiés chaque année avec les mots-clés conscience en fonction de la modalité perceptuelle dans laquelle l'étude a été conduite. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une écrasante majorité d'études qui est réalisée en vision par rapport aux autres modalités sensorielles, ce qui pose problème parce qu'on cherche à caractériser au final l'expérience phénoménale qui est évidemment pas uniquement visuelle, mais qui est par nature multisensorielle. Donc j'ai essayé de regarder comment, lorsque les signaux sensoriels étaient maintenus sous le seuil de conscience, on pouvait néanmoins les traiter et les comparer, de nouveau en mettant en place des paradigmes d'amorçage. Par exemple ici, j'ai regardé comment des stimuli numériques présentés sous forme d'images et de sons
pouvaient être traités et comparés alors qu'ils demeuraient invisibles et inaudibles. Et j'ai regardé ça en fait en regardant l'influence que ces stimuli numériques avaient sur le traitement de cibles subséquentes qui étaient, elles, bien perçues bien consciemment. Et donc j'ai pu montrer que, alors même que les chiffres étaient invisibles et inaudibles, les participants avaient la capacité de les traiter jusqu'à un niveau sémantique et de les comparer, ce qui modifiait le traitement des cibles qui suivaient juste après. Et de la même manière, on a fait ça donc, au sein de plusieurs paradigmes, dans différentes modalités sensorielles, donc, notamment audition et vision, mais j'ai également pas mal travaillé sur le sens du toucher et sur l'influence également des signaux interoceptifs sur la conscience, notamment des signaux cardiaques. Pareil, on a écrit 2 papiers d'opinion pour essayer de rendre compte du fait que l'étude de la conscience pouvait et devait s'étendre à d'autres modalités que la modalité visuelle, même si bien évidemment la modalité visuelle offre de nombreux avantages, en tout cas pratiques et méthodologiques. Donc, avec ces travaux, on peut suggérer qu'il existe des fenêtres d'intégration spatio-temporelle et puis même sensorielle, alors même que les signaux demeurent sous le seuil de la conscience, ce qui pose certains problèmes en fait, ce qui donne quelques implications théoriques, notamment parce que plusieurs des théories de la conscience en fait présupposent ce lien entre intégration d'information et conscience. De nouveau, l'espace neuronal de travail global, proposé par Bars, puis Dehaene, Échangeux, propose que l'intégration de l'information serait opérée par des boucles de réentrance globales entre des régions pariétofrontales et des réseaux spécialisés encapsulés qui ne pourraient communiquer entre eux que via cet espace de travail global. Donc pour cette théorie, l'intégration multisensorielle inconsciente n'est pas envisagée. Nos résultats empiriques viennent un peu en challenge à cette notion-là. De la même manière, pour ce qui concerne l'intégration temporelle, la théorie propose que le maintien de l'information dans des régions cérébrales au cours du temps, et le maintien long de cette information, ne peut intervenir que si l'information est amplifiée, et notamment en passant par l'espace de travail. Donc, la théorie ne prévoit pas qu'il soit possible d'intégrer l'information au cours du temps pendant des durées prolongées. Une autre théorie pour laquelle le résultat empirique pose problème, c'est évidemment la théorie de l'information intégrée, proposée par Tononi et Corr, qui, elle, de nouveau, crée un lien d'identité formelle entre intégration de l'information et conscience, et donc pour qui il ne devrait pas y avoir possibilité d'intégrer de l'information de manière inconsciente, sauf si l'on considère une architecture neuronale purement feed-forward, dont on sait qu'elle n'existe pas biologiquement. En tout cas, elle n'est pas implémentée dans le cerveau tel qu'on le connaît. Donc, de nouveau, nos résultats empiriques viennent un peu poser problème aux prédictions faites par cette théorie de l'information intégrée. Donc, on a discuté de toutes ces implications théoriques dans un papier d'Antix en 2014. Donc je pense que ces résultats empiriques sont pertinents puisqu'ils aident en fait à raffiner nos théories de la conscience. Néanmoins, et je l'ai discuté dans le manuscrit, ces résultats empiriques, comme tout résultat empirique, sont en partie limités. Ce que j'ai pas mentionné directement ici, mais qui est important de noter, c'est que les tailles d'effets que l'on observe entre stimulus conscient et inconscient est drastiquement différente, c'est-à-dire que les effets inconscients sont toujours très restreints par rapport à leur équivalent conscient. Ces effets dépendent de manière très importante des mesures de conscience que l'on choisit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'étudier uniquement les essais où les participants rapportent de ne pas percevoir les stimuli, et en fonction de la mesure de conscience que l'on choisit, on a différents critères et potentiellement différents résultats. Et enfin, il y a un peu un écueil statistique qui a été mis à jour, ou remis à jour par Shanks en 2017, qui est ce problème de régression à la moyenne. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on choisit les essais selon ces mesures de conscience, en fait, on peut gonfler l'impression d'obtenir des effets inconscients qui seraient donc en partie artefactuels. C'est pour ça que dans ma recherche future, je propose de
de rebâtir un peu l'étude empirique de l'inconscient cognitif basée sur des méthodes plus robustes. Je vais faire ça avec ma collaboratrice Liad Mudrik. On propose tout d'abord d'étudier un peu ces biais méthodologiques dans les résultats existants sur l'inconscient cognitif en conduisant des méta-analyses, en essayant ensuite de construire un consensus sur ce qu'est une bonne mesure de conscience, et puis en essayant de répliquer certains résultats principes de l'inconscient cognitif une fois que ces problèmes de mesure de conscience et de régression à la moyenne sont évacués. C'est ce qui va occuper mes prochaines années concernant l'étude de l'inconscient cognitif. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de ma présentation qui porte sur l'étude des corrélats neuraux de la conscience. Donc, on va reprendre notre observateur ici qui regarde ces personnes promener son chien. La quête pour décrire les corrélats neuraux de la conscience consiste en fait à définir dans le cerveau l'ensemble des mécanismes neuronaux qui sont suffisants pour expliquer l'existence d'un rapport subjectif, c'est-à-dire trouver l'activité neurale qui corrèle avec l'expérience phénoménale ici du chien. Et donc le but du jeu, c'est d'isoler ces neurones qui font partie des corrélats neuraux de la conscience de tous les neurones qui sont actifs par ailleurs, et qui ont des fonctions utiles, mais dont l'activité ne corrèle pas avec l'expérience phénoménale rapportée par le participant. Et l'on fait ça grâce à ce qu'on appelle une approche, une étude contrastive de la conscience, c'est-à-dire que on compare l'activité cérébrale lorsque le participant ou la participante rapporte percevoir le stimulus versus la même situation lorsque le même stimulus est rapporté comme non perçu. Donc on contraste l'activité cérébrale dans les essais où le stimulus est perçu et les essais où le stimulus est non perçu. Et ce contraste permet de définir effectivement le corrélat neural de la conscience. C'est une approche contrastive qui a été proposée par Bars et qui est de nos jours encore utilisée. J'ai tenté dans mes travaux d'étendre cette approche contrastive à une autre dimension de l'expérience consciente, qui est non pas celle du percept du chien, mais de l'expérience subjective qui est de soi-même en train de percevoir le chien. Quelque chose de plus haut niveau, de deuxième ordre, qui a trait en fait à l'introspection. Donc, comment on peut juger de la qualité du percept que l'on forme? On fait ça typiquement avec des jugements de confiance. On demande à chaque essai à la personne non seulement de dire si elle a vu ou non le stimulus, mais également de juger la qualité de sa décision et de sa représentation du stimulus grâce à des jugements de confiance. Donc en regardant l'activité cérébrale qui corrèle avec la confiance, on peut mettre à jour les corrélats neuraux de la confiance. Et ce que je propose dans mon travail, c'est que ces corrélats neuraux de la confiance sont en partie recouverts par les corrélats neuraux de la conscience. Il y a un recouvrement mécanistique entre les mécanismes qui permettent des représentations mentales de premier ordre et de second ordre. Donc cette approche des corrélats neuraux de la conscience a été fructueuse et je pense qu'elle est très utile. Elle est néanmoins extrêmement descriptive et ce qui, selon moi, explique pourquoi l'étude de la conscience en fait est un peu minée par une pléthore de théories de la conscience qui sont pour la plupart sous-déterminées et donc il est très difficile de tester les prédictions parce qu'on se concentre uniquement sur on se concentre sur la description des régions cérébrales et des signatures cérébrales des représentations mentales de premier ordre et de second ordre, sans mettre suffisamment l'accent sur les mécanismes. Et donc, dans mon travail, j'essaye, en plus de la partie descriptive, d'apporter une vision mécanistique des représentations mentales de premier ordre et de second ordre, et je me suis particulièrement intéressé à un mécanisme qui est l'accumulation d'évidence. Donc, quel est le lien entre l'accumulation de l'évidence et la conscience? L'accumulation d'évidence, c'est un mécanisme extrêmement général qui est utilisé bien au-delà des neurosciences, mais en tout cas en neurosciences, il est principalement utilisé dans le domaine de la prise de décision. Et on peut le définir comme donc, un processus par lequel de l'évidence sensorielle bruitée est échantillonnée au cours du temps jusqu'à ce qu'un
un seuil, un niveau suffisant d'évidence soit atteint, ce qui permet à la personne de décider en faveur d'une décision plutôt qu'une autre. Donc ça a été extrêmement influent dans l'étude de la prise de décision perceptuelle. Mais néanmoins, c'est décrit à un niveau théorique, toujours par l'espace de travail neuronal global, comme un mécanisme qui permettrait l'accès à la conscience. Donc ce que propose Dehaene et ses collègues, c'est qu'un stimulus est traité de manière inconsciente, l'évidence est accumulée jusqu'à atteindre un seuil, et une fois ce seuil passé, il y a déclenchement de ce qu'on appelle un embrasement neural, donc une espèce de diffusion de l'information à ces réseaux pariétofrontaux qui permettrait de rendre compte de l'accès conscient. Donc ici, l'accumulation d'évidence est vue comme une étape qui précède l'embrasement et donc qui précède l'accès à la conscience, mais c'est un mécanisme nécessaire à l'embrasement et donc à l'accès à la conscience. Donc ça, c'est proposé dans des papiers d'opinion théoriques, et je pense que c'est une idée très pertinente, mais néanmoins, le lien avec les modèles d'accumulation d'évidence tels qu'ils sont utilisés pour la prise de décision sont assez flous. Ces modèles, voici à quoi ils ressemblent. Ils ont été proposés par Radcliffe à la fin des années 70. Ils proposent en fait donc de modéliser l'évidence sur l'axe des Y accumulée au cours du temps, sur l'axe des X, comme un processus stochastique. Donc ici, on a une trajectoire de l'évidence accumulée qui augmente au cours du temps jusqu'à atteindre un seuil. Et lorsque ce seuil est atteint, on considère qu'une décision est prise. Par exemple, la personne perçoit A plutôt que B. Et vu que ce phénomène est bruité, il est stochastique, ce seuil peut être atteint à différents temps, à différents moments dans le temps, voire parfois pas atteint du tout lorsque l'évidence n'est pas suffisante. Et donc ce que ces modèles permettent de faire, avant tout, c'est de modéliser des distributions de temps de réaction sur une tâche de discrimination. D'accord ? Donc le lien avec la conscience, il demeure finalement assez flou, et en tout cas à ma connaissance, il y a peu d'études qui ont démontré directement le rôle de l'accumulation d'évidence, en tout cas son implémentation au niveau neuronal, en faisant un lien avec l'accès à la conscience. C'est mes travaux récents, en fait, en cours, s'attachent particulièrement à essayer d'établir ce lien. Pour ça, on a mis en place des paradigmes expérimentaux qui impliquent tous des tâches de détection. Donc, il s'agit pour les participants de détecter des stimuli soit tactiles, on essaie toujours de combattre ce biais, cette obsession pour la vision dans les sciences de la conscience. Donc on compare des tâches de détection tactile à des tâches de détection visuelle, donc il s'agit cette fois-ci de détecter des visages dans du bruit. Et donc on demande à nos participants de détecter ces stimuli, soit dès qu'ils le perçoivent, soit en imposant un délai en fait, entre la perception et puis le rapport conscient que nous font les participants. Tout ça pour ne pas contaminer le rapport, les signatures neurales du rapport conscient avec l'activité motrice. C'est pour éviter un paramètre confondu tout simple. Et enfin, on utilise ce qu'on appelle des paradigmes de non-rapport, où l'on regarde ce qui se passe dans le cerveau lorsque les sujets perçoivent les stimuli, mais n'ont pas de tâches à faire, donc ils n'ont pas à rapporter ce qu'ils perçoivent. Tout ça pour essayer de séparer en fait, les corrélats neuraux de l'expérience subjective proprement dite des corrélats neuraux du fait de faire une tâche cognitive. Et donc, on étudie les signatures cérébrales dans le cadre d'une approche contrastive, comme je vous disais, donc en comparant l'activité du cerveau selon la réponse donnée par les sujets et selon la présence ou l'absence d'un stimulus. Donc, typiquement, on compare les hits, donc quand un stimulus était présenté et qu'il a été perçu, au miss, quand un stimulus a été présenté mais qu'il n'a pas été perçu. Et pour regarder un peu les représentations mentales de second ordre, on associe à chaque réponse un jugement de confiance. En termes de données expérimentales, vous aurez peut-être remarqué qu'au cours des 12 années là, où j'ai étudié la conscience, j'ai opéré un peu un glissement méthodologique, où j'ai commencé par utiliser l'imagerie par résonance magnétique, et petit à petit, je me suis dirigé de plus en plus vers l'électrophysiologie, simplement pour essayer de me concentrer plus sur la dimension temporelle des signatures cérébrales, et de regarder un peu ce qui se passe entre les réponses de détection et les réponses de confiance. Donc je vais vous montrer là aujourd'hui des résultats récents qui se basent sur l'électroencéphalographie chez des volontaires sains,
Et de plus en plus, on essaie de collaborer avec des patients neurologiques, notamment des patients épileptiques, qui sont implantés avec soit des macroélectrodes ou des microélectrodes, qui nous permettent de mesurer des potentiels de champs locaux ou l'activité unitaire neuronale. Et également, on collabore avec des patients qui reçoivent des chirurgies pour de la stimulation cérébrale profonde, et chez qui, en fonction des cas cliniques, on peut mesurer soit de l'activité encéphalographique, soit des potentiels de champs locaux, soit de l'activité unitaire. J'essaie de couvrir comme ça plusieurs échelles de description de l'activité cérébrale, tout en gardant la résolution temporelle qui me permet vraiment de regarder ce qui se passe au cours d'un essai unique. Donc là, je vous montre un exemple, tout d'abord à l'EEG, chez des volontaires sains, pour une tâche de détection tactile. Donc ici, le 0, c'est l'onset du stimulus tactile. Et on peut regarder l'amplitude d'un potentiel évoqué, qui s'appelle le CPP, ici dans des régions pariétales, postérieures, dont l'amplitude, en fait, encode à la fois la réponse de détection, donc on peut distinguer les hits des misses, mais aussi on peut distinguer parmi les hits les réponses associées à une confiance élevée des réponses associées à une confiance faible. Donc ça nous intéresse parce que tout d'abord, ça permet de mettre en évidence ce recouvrement de signatures neurales dont je parlais tout à l'heure. On a une signature unique qui permet d'expliquer à la fois la détection et la confiance. Et il se trouve que cette signature, le CPP, a été dans d'autres études associée à l'accumulation d'évidence. Donc ça nous permet de faire un premier lien. Et grâce à des enregistrements beaucoup plus précis au niveau neuronal, on a pu asseoir en fait ce lien encore un peu plus. Donc cette fois-ci, je vous montre des résultats de taux de décharge neuronaux dans le cortex pariétal postérieur qui sont enregistrés avec cette petite puce là qui s'appelle un UTARE. Et ce que je vous montre, c'est le taux de décharge des neurones au cours du temps. Le 0, c'est toujours l'onset du stimulus tactile, en fonction de la réponse de détection, lorsqu'elle est immédiate, et lorsqu'elle est rapide, moyenne, lente, ou lorsqu'il s'agit d'un miss. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que le taux de décharge en fait, est modulé par le temps de réaction, ce qui est, chez le primate non humain, c'est ce qui est considéré comme une des signatures les plus importantes de l'accumulation d'évidence. Et donc on a pu montrer que ces neurones qui accumulent de l'évidence répondent aussi à la détection et à la confiance lorsque l'on impose un délai entre le stimulus et la réponse. Donc là, c'est la même expérience ici en EEG, ici en réponse neuronale. Donc on voit la similarité entre les deux. Et on a pu également montrer que ces neurones répondent cette fois-ci à l'intensité du stimulus tactile, alors même qu'il n'y avait aucune tâche à faire pour le participant. Donc il s'agit ici d'un paradigme de non-rapport. Donc on peut montrer que ces neurones forment un corrélat neural de la conscience proprement dit, et non pas seulement un corrélat neural de l'activité motrice associée à l'appui du bouton ou au fait d'exercer une tâche. Donc, comme je vous ai dit, c'est important pour moi, en plus de montrer des corrélats au niveau neural, c'est aussi de les lier à des mécanismes. C'est pour ça qu'on essaie de combiner à nos papiers expérimentaux des modèles computationnels. Donc ici, c'est un modèle d'accumulation d'évidence, comme je vous ai montré au début. Donc, on modélise l'évidence accumulée sur les Y au cours du temps. Et donc, on considère qu'un stimulus ici est détecté quand l'évidence au cours du temps passe un certain seuil de décision. Dans la courbe bleue, là, il s'agirait d'un hit. Alors que si le seuil n'est pas passé en rouge, parce que l'évidence est trop faible ou parce que le sujet ne portait pas attention, etc., il s'agit d'un miss. Donc là, on définit la détection comme un processus binaire. Donc 0 si l'évidence accumulée est sous le seuil de décision B, et 1 si elle passe ce seuil. Et donc ce modèle, il permet d'expliquer le taux de hits et de fausses alarmes de nos participants, ainsi que, et ça c'est un peu l'aspect novateur, la forme de la réponse évoquée que l'on a mesurée précédemment à l'EEG, qui est le CPP. Donc on fait un lien direct en fait, entre le CPP et ce modèle d'accumulation d'évidence. Grâce à ce modèle, on peut également définir et modéliser la confiance que les sujets donnent en leur réponse de détection, avec une règle qui est simple, mais qui, selon moi, est puissante, qui consiste en fait à définir la confiance comme la distance entre le maximum de l'évidence accumulée au cours du temps et le seuil de décision.
Donc, par exemple, pour ce hit, l'évidence accumule, elle passe le seuil de décision. C'est à ce moment-là que le sujet prend la décision qu'effectivement il a senti quelque chose. Et la confiance est ensuite définie comme la distance entre le seuil et le maximum qui a été atteint une fois que la décision a été prise. Dans le cas d'un miss, c'est la même chose. Cette fois-ci, ce serait la distance entre le maximum de l'évidence accumulée et le seuil, comme je vous montre ici avec ma souris. Et donc, cette règle de confiance permet d'expliquer un puzzle un peu dans la littérature, qui est de comment on peut former un jugement de confiance en l'absence d'évidence, comment on juge en fait de l'absence d'évidence. Cette règle elle est symétrique, donc elle permet d'expliquer la confiance dans les miss. Et surtout, elle permet de définir une devise commune pour la confiance. Donc dans le champ d'études de la confiance, là, ces dernières années, il y a beaucoup de preuves empiriques qui ont montré que sans doute que la confiance se comporte de la même manière à travers différentes tâches. Et ce modèle computationnel permet d'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, peu importe la tâche et peu importe la modalité sensorielle dans laquelle le stimulus a été présenté, et ben cette règle s'applique de la même manière, elle est supramodale ou amodale. Ça, je vais passer. Donc, ça explique notamment en fait un résultat précédent dans mon étude de la confiance, qui était de comparer en fait les jugements de confiance selon les modalités sensorielles, que les jugements de confiance soient réalisés sur une tâche visuelle, auditive ou tactile. De la même manière, en combinant de la psychophysique, des modèles et puis de l'EEG, on a pu montrer que il y avait une devise commune de la confiance à un niveau empirique, et ce modèle dont je viens de vous parler ici, en fait, a posteriori, permet d'expliquer très bien nos résultats. Donc je vous ai parlé précédemment donc d'EEG, de patients épileptiques et également de patients qui reçoivent de la chirurgie pour la stimulation cérébrale profonde. On s'intéresse particulièrement à une zone du cerveau qui est représentée ici en rouge, qui est le noyau sous-thalamique. Et pourquoi on s'intéresse à cette région? Parce que dans le champ d'étude de la prise de décision, du conflit, etc., ce noyau a été proposé comme un modulateur en fait, du seuil de décision, ici, avec l'idée que l'activité dans ce noyau rehausserait en fait, le seuil de décision, ce qui rendrait les participants plus conservateurs. Donc on attendrait un niveau d'évidence accumulé supérieur avant de prendre une décision. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est de regarder en fait l'implication de ce noyau sous-thalamique pour les rapports de conscience, pour des tâches de détection et de confiance, et ce qui en fait vient combattre un peu un autre biais dans l'étude de la conscience, c'est que l'on s'intéresse uniquement à cette partie-là du cerveau qui est le cortex, et puis on ignore largement les régions, la contribution sous-corticale en fait du cerveau. Et donc, on étudie ce rôle du noyau sous-thalamique de deux manières. D'une part, grâce à des expériences au bloc opératoire, où lorsque le chirurgien en fait, insère cette microélectrode en fait, pour procéder à la stimulation cérébrale profonde, on a environ 20 minutes de temps de recherche pendant une chirurgie éveillée pour demander à des patients atteints de la maladie de Parkinson de nous fournir des jugements de détection et de confiance dans des stimuli tactiles, les mêmes que je vous ai présentés à l'instant. Et donc de cette manière, avec ces expériences un peu compliquées à réaliser, on peut mettre en évidence des neurones du noyau sous-thalamique dont le taux de décharge augmente suivant un stimulus, d'autant plus que ce stimulus va être manqué. Ce qui va bien avec l'idée que ces neurones seraient associés à un rehaussement du seuil de décision. Plus le neurone décharge, plus le seuil est haut, plus la probabilité d'obtenir un miss est importante. Donc là, on est en train d'essayer maintenant de combiner nos modèles d'accumulation d'évidence à ces données neuronales. C'est une collaboration que l'on a avec un hôpital en Virginie occidentale. Donc ça, c'est de nouveau une étude très corrélationnelle. On regarde comment l'activité des neurones change en fonction du rapport subjectif de la patiente ou du patient. Ce que l'on fait également, c'est essayer d'étudier ça de manière un petit peu plus causale. Cette fois-ci, chez des patients implantés de manière chronique, ce sont des patients avec des troubles obsessionnels compulsifs, donc qui sont implantés dans le STM, dans un territoire différent du territoire moteur
dont il s'agit pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Et donc, on peut leur demander à ces patients de faire des tâches de détection, par exemple ici détecter un visage, de fournir un jugement de confiance dans leur performance, tout en modulant l'activité dans leur noyau sous-thalamique, donc en leur demandant de faire cette expérience en conditions avec stimulation et en conditions sans stimulation. Et de nouveau, on peut comparer, on peut regarder le rôle de ce noyau sous-thalamique dans le rehaussement du seuil de décision, comme ça. C'est une expérience qui est en cours. J'en viens à ma troisième et dernière partie qui s'intéresse désormais à la métacognition. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la confiance comme une donnée supplémentaire que l'on mesure essai par essai et qui nous sert en fait à décrire un peu plus finement les corrélats neuro de la conscience. Ce que l'on peut faire également, c'est considérer la confiance un peu autrement au cours d'une expérience entière pour un participant ou une participante donnée. On peut représenter en fait les jugements de confiance en fonction du caractère correct ou incorrect de la tâche exécutée. Et ce que l'on sait, c'est que typiquement, les participants sont moins confiants après leurs erreurs qu'après leur bonne réponse. Donc, il y a une relation, un peu la sigmoïde, entre la performance à une tâche et la confiance. C'est-à-dire que donc, les participants ont la capacité d'adapter leur confiance à la performance. Ce sont des agents métacognitifs, ils ont en gros un accès à leurs propres erreurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la performance métacognitive, la capacité qu'on a à adapter notre confiance à notre performance. Et jusqu'à présent, avec le modèle d'accumulation d'évidence dont je vous ai parlé, on a considéré que la confiance, vue ici, en fait, elle résultait d'un traitement un peu post-perceptuel de l'information sensorielle. Donc, on perçoit un stimulus, on forme un percept, et en fonction de la qualité de ce percept, on peut déduire un jugement de confiance associé, ce qui nous permet en partie d'expliquer cette régression, cette relation sigmoïde entre les deux variables. Et il y a tout un tas d'études qui suggèrent notamment qu'une autre contribution à la confiance proviendrait en fait de signaux sensorimoteurs, c'est la flèche que je vous montre ici, qui sont liés à l'exécution de la tâche proprement dite. Je reprends le décours temporel, donc on fait face à un stimulus, on forme un percept, en fonction de ce percept, on prend une décision qu'on qualifie de premier ordre, donc on dit, bon, je perçois A versus B. Et ce que l'on pense, c'est que des signaux sensorimoteurs associés à l'exécution de la tâche, donc le fait de répondre A ou B, en fait, nourrit, vient raffiner les jugements de confiance, en plus de la contribution perceptuelle dont j'ai parlé tout à l'heure avec le modèle d'accumulation d'évidence. Donc, un moyen de tester cette hypothèse, que j'ai appelée l'hypothèse sensorimotrice de la métacognition, c'est de regarder ce qui se passe pour la performance métacognitive lorsque la contribution est absente. Et donc, on s'attend, si l'hypothèse est juste, c'est que lorsque l'on réduit cette contribution sensorimotrice, la relation entre performance et confiance soit moins marquée, et donc que la pente typiquement de cette sigmoïde soit plus faible. Donc ici, la pente de la sigmoïde, c'est un indice indirect de la performance métacognitive. Et donc, on a essayé de moduler cette contribution sensorimotrice au sein de plusieurs expériences. Je vous montre ici un exemple où on a comparé des jugements métacognitifs dans une condition où les participants devaient juger donc leur confiance sur une tâche qu'ils avaient exécutée eux-mêmes. Donc, on leur présentait un stimulus, ils appuyaient sur un bouton à droite ou à gauche pour indiquer leur réponse, et ensuite fournissaient un jugement de confiance. Et on comparait cette condition à une condition d'observation, où cette fois-ci, les participants ne devaient pas procéder à une décision eux-mêmes, mais simplement ils observaient une décision qui était similaire à leur propre décision, et fournissaient un jugement de confiance sur la décision observée. Donc, dans cette condition d'observation, la contribution sensorimotrice est moindre, et en corollaire, on a observé que la performance métacognitive était également moindre, c'est-à-dire que la pente ici de la sigmoïde est moins importante que dans la condition active. Et c'est une expérience qu'on a combinée avec des mesures d'IRM et de EEG, et on a pu mettre en évidence des régions cérébrales dont l'activité corrélait avec la confiance uniquement dans la condition active, dont des régions sensorimotrices, par exemple le cortex précentral. Donc c'est une première évidence indirecte pour montrer qu'effectivement, il y a une contribution sensorimotrice
à la confiance. Une autre manière de faire, c'est d'essayer de perturber en fait, le système sensorimoteur et voir ce qui se passe sur la performance métacognitive. Donc là, c'est une collaboration avec un laboratoire de robotique à l'EPFL, où on a demandé à des participants de faire une tâche métacognitive classique. Donc, je perçois A ou B, et ensuite je fournis un jugement de confiance, alors que leur système sensorimoteur était perturbé par ce robot-là. En gros, il induisait des conflits sensorimoteurs en imposant un délai entre une action effectuée et un feedback tactile que les participants percevaient dans le dos. Et de la même manière, on a pu observer que dans la condition asynchrone, donc dans la condition avec conflit sensorimoteur, la performance métacognitive, qui est représentée par la pente de cette sigmoïde, était plus faible que dans la condition avec un conflit sensorimoteur moins important. Donc de nouveau, un indice indirect qu'il y a une contribution sensorimotrice au jugement de confiance. On a regardé également ce qu'il se passait en fait, au moment où les gens, où les participants fournissaient leur réponse à la tâche, leur réponse de premier ordre, en suivant en fait, la trajectoire de la souris lorsque les gens allaient cliquer vers une option plutôt qu'une autre pour indiquer leur réponse. Donc là, ce que je vous montre, ce sont des trajectoires de souris chez des individus, des volontaires sains et des patients avec schizophrénie. Donc la tâche consistait à aller cliquer soit à droite, soit à gauche pour indiquer sa réponse de premier ordre, puis de faire un jugement de confiance. En noir, ce sont les essais sans changement d'avis, et en rouge, vous voyez les essais où typiquement une personne commence à aller cliquer en haut à droite, puis change d'avis pour aller cliquer à gauche. Donc on a relié des caractéristiques cinématiques et spatiales des trajectoires de la souris à la confiance, et ce qu'on a pu mesurer, c'est que il y avait une corrélation plus importante entre les trajectoires de la souris et la confiance chez les volontaires sains que chez les individus avec schizophrénie, ce qui pourrait suggérer que la contribution sensorimotrice à la confiance est moindre dans la schizophrénie. En revanche, dans une tâche de métacognition visuelle classique, on n'a pas trouvé de différence de performance métacognitive entre les groupes, ce qui allait un peu à l'encontre de notre hypothèse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature clinique, il y a une discussion très forte, une présomption très forte d'un déficit métacognitif dans la schizophrénie que l'on ne retrouve pas forcément dans des paradigmes contrôlés au laboratoire. Donc, pour avoir un petit peu le cœur net sur ce qui se passe concernant la performance métacognitive dans la schizophrénie, on a conduit une méta-analyse qui regarde en fait les différences de métaperformance entre volontaires sains et entre patients avec schizophrénie. Et on a pu trouver au sein d'environ 1500 patients, 40 études, que effectivement, dans l'ensemble, ici là, je vous montre l'amplitude du déficit métacognitif, donc plus c'est à gauche, plus le déficit est grand. Et ici, en tout en bas, c'est le déficit métacognitif moyen. On peut voir que dans l'ensemble, il y a un déficit métacognitif dans la schizophrénie qui est bien marqué, mais en réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte que en fait, la plupart de ces études confondaient en partie déficit cognitif et déficit métacognitif. Je m'explique. On sait que les individus avec schizophrénie ont des déficits cognitifs de premier ordre, c'est-à-dire que leur performance à la tâche est moindre que celle des patients. Or, on sait qu'il y a une dépendance entre la performance métacognitive et la performance cognitive. Donc, il y a une possibilité que ce que l'on observe au niveau méta soit en fait simplement hérité du niveau de premier ordre. Donc, on a comparé pour ça les déficits métacognitifs trouvés dans la littérature parmi les articles qui contrôlent pour la performance de premier ordre pour les déficits cognitifs versus les articles qui ne contrôlent pas. C'est le plot que je vous montre ici. Donc en gris foncé, c'est le déficit métacognitif pour les études qui ne contrôlent pas, et en gris clair pour les études qui contrôlent. Et on voit qu'effectivement, il y a un facteur important, les déficits métacognitifs sont surestimés par les études qui ne contrôlent pas pour les déficits cognitifs de premier ordre. On s'est également rendu compte que les déficits métacognitifs n'étaient pas égaux à travers les domaines d'études. Ils étaient notamment plus importants concernant la mémoire en blanc, par rapport à la perception en gris clair et par rapport à d'autres domaines en gris foncé. Tout ça pour dire que les métadéficits dans la schizophrénie, alors qu'ils sont dans la littérature clinique, ils semblent très bien établis. On n'a pas l'air d'être tout à fait en mesure de les capturer comme il faut au laboratoire, je pense à cause de problèmes méthodologiques.
Et puis, il se peut aussi que nos mesures, en fait, il n'y ait pas de validité de construite de nos mesures de performance métacognitive par rapport à la réalité de la vie quotidienne. Ça, c'est un gros problème. Donc, dans le futur, là, on va s'attacher en fait à essayer de quantifier la performance métacognitive de manière contrôlée, en contrôlant pour les déficits cognitifs potentiels, dans la schizophrénie, en comparant des tâches de métamémoire, notamment de la familiarité et de la recollection, et de la métaperception, pour regarder si effectivement il y a des différences entre métamémoire et métaperception dans la schizophrénie. Donc si ces déficits métacognitifs sont avérés et si effectivement ils proviennent d'un déficit de la contribution sensorimotrice au jugement de confiance, que ce soit dans la schizophrénie ou dans n'importe quel trouble psychiatrique où les jugements de confiance sont en défaut, parce qu'ils sont nombreux, ce qu'on propose au sein du programme Métaction, c'est de remédier à ces déficits métacognitifs en aidant en fait les participants à raffiner leur jugement de confiance, en leur donnant des indices supplémentaires pour aider à leur décision ou à leur métadécision, en leur proposant par exemple du biofeedback, donc en les aidant à raffiner leur confiance en leur présentant des signaux EEG ou des signaux pupillaires par exemple, ou des signaux basés sur l'action, du type temps de réaction, trajectoire, etc. Et donc à long terme, on espère faire ça non seulement au laboratoire, dans des conditions bien contrôlées, et pourquoi pas dans le futur, dans le cadre de jeux sérieux, où on pourrait essayer de développer des méthodes de remédiation à domicile pour tenter d'améliorer la métaperformance. Voilà, j'en viens à mes trois dernières slides qui résument un petit peu les trois parties dont j'ai parlé aujourd'hui. En reprenant depuis le début l'inconscient cognitif, qu'est-ce que j'ai appris de mes études? Tout d'abord, je pense que cette méthode que j'ai proposée pendant ma thèse, le Gaze Contingent Crowding, c'est un outil qui est pertinent pour maintenir des stimuli écologiques, potentiellement dynamiques, pendant des durées longues, tout en restant invisible. Donc je pense que c'est un outil intéressant pour étudier l'intégration temporelle inconsciente. Grâce donc à cet outil, j'ai pu montrer que des signaux inconscients pouvaient être intégrés dans une certaine mesure à travers le temps, l'espace et les domaines sensoriels, ce qui pose un challenge certain pour des théories de la conscience qui font un lien entre la possibilité du cerveau d'intégrer l'information sans conscience. Pour la suite, on va travailler à essayer de solidifier un peu les méthodes pour étudier l'inconscient cognitif, en conduisant des méta-analyses, en se mettant d'accord sur des mesures de conscience et en évitant les problèmes de régression à la moyenne. Et puis je vais essayer d'appliquer ces modèles d'accumulation d'évidence au phénomène d'amorçage inconscient pour voir quels paramètres en fait, de la prise de décision est modulé par les amorces inconscientes. Concernant les corrélats neuraux de la conscience, qu'est-ce que l'on a appris qu'il existe des neurones chez l'humain dans le cortex pariétal postérieur qui accumulent de l'évidence, donc c'est une première, en tout cas dans perception, et que ces mêmes neurones encodent les réponses de détection et de confiance chez des volontaires sains, chez des patients épileptiques. On propose des définitions simples, mais néanmoins puissantes de la détection et de la confiance. Donc la détection est vue comme un seuillage de l'évidence accumulée au cours du temps, et la confiance comme la distance entre le maximum de l'évidence et le seuil de décision, ce qui fournit une devise commune à la confiance et ce qui permet d'expliquer l'aspect domaine général de la métacognition. Par la suite, donc, on va essayer de tester le rôle de l'accumulation d'évidence qui servira un peu de gâchette pour cet embrasement neural dont parle l'espace de travail neuronal global, en regardant la connectivité entre les régions pariétales, postérieur-pariétales cortex, et les régions préfrontales, toujours chez des patients épileptiques. On va essayer de regarder un peu ce qui se passe à un niveau des populations de neurones versus des neurones uniques pour voir quel est le niveau de description le plus intéressant pour décrire les corrélats neuraux de la conscience. Et enfin, on va s'intéresser non pas seulement au cortex, mais à des régions sous-corticales, notamment au noyau sous-thalamique, en essayant de voir dans quelle mesure ce noyau peut moduler le seuil de décision pour la détection et voir les influences que ça aurait sur les jugements de confiance. Et enfin, dans des études futures, on va essayer de regarder également les corrélats neuraux de la conscience à travers différents niveaux de conscience, c'est-à-dire ce qui se passe pour des stimuli qui sont présentés au cours de différentes phases de sommeil.
Concernant la métacognition, donc on a appris que la métaperception obéit à des règles supramodales, donc peu importe que la tâche soit visuelle, auditive, tactile, les performances métacognitives sont identiques, ce qui peut être expliqué par, d'une part, une contribution des signaux sensorimoteurs durant l'exécution de la tâche de premier ordre, ou bien, ou par le fait que, effectivement, la confiance soit encodée avec une devise commune à travers les domaines et à travers les sens. Et en ce qui concerne les applications cliniques, on a vu qu'il était important de contrôler pour les déficits cognitifs si on essayait de décrire des déficits métacognitifs, notamment dans la schizophrénie. Donc par la suite, on va essayer d'établir si ces déficits métacognitifs sont spécifiques, par exemple, à la métamémoire dans la schizophrénie, ou bien est-ce qu'ils peuvent s'étendre à plusieurs domaines, ce qui devrait être le cas si effectivement la métacognition obéit à des règles de domaine général. On va essayer de construire une database, une base de données pour réunir des jugements de confiance obtenus chez des individus avec schizophrénie, parce qu'il y a un vrai manque de données précises dans ce domaine. Et je pense que pour essayer d'établir la validité de construit de la performance métacognitive et des mesures plus cliniques, comme les mesures par exemple d'Insight, il est important d'avoir des banques de données qui regroupent toutes ces informations pour essayer de les analyser un peu plus finement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et enfin, si tout ça est vérifié, on développera des méthodes de remédiation type drill and practice pour essayer d'améliorer la calibration des jugements de confiance de nos patients. Il me reste donc à vous remercier de nouveau pour votre présence, de nouveau remercier les membres de jury de m'avoir écouté, remercier mes 3 mentors, Sid Quider, Christophe Corr et Olaf Blanque, de m'avoir formé à ce joli domaine d'études de la conscience. Mon équipe incroyable d'étudiants, doctorants, postdoctorants qui travaillent avec moi au LPNC, les membres du LPNC de m'avoir accueilli si généreusement dans leur laboratoire depuis 2 ans. La plupart de mes co-auteurs et évidemment la centaine ou peut-être le millier de participants anonymes qui ont pris part à toutes ces expériences, notamment les patients qui font ça dans des phases assez compliquées de leur vie, pendant des chirurgies ou juste après des chirurgies. Donc sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Et merci encore de votre attention.